Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit pour continuer à tirer le fil de la notion de déni et d'impunité, plutôt dans une construction de politique publique, puisque c'est plutôt mon approche. Comme on vient de vous le dire de façon aussi brillante, hein, la question du déni se construit à la fois sur « ça n'existe pas », donc un déni de la réalité des faits, ça n'arrive pas ou ça n'arrive pas fréquemment, ça arrive exceptionnellement. Donc ça, c'est le premier ressort de la construction du déni. Et le deuxième ressort qui vient d'être dit, c'est même si ça existe, le coupable n'est pas celui qu'on croit, le coupable est peut-être la victime et peut-être l'enfant qui a quelque chose à voir avec ce qui lui est arrivé. Enfin, tout ça pour arriver en conclusion, même si ça a vraiment existé, et même si l'enfant doit être protégé, c'est pas si grave ce qui lui est arrivé. Donc on a comme ça un déni qui se construit à partir de plusieurs types d'arguments et qui vont bien évidemment, à partir du moment où le déni devient un déni sociétal, vont construire une politique et vont construire donc pour aujourd'hui maintenant en France une politique de l'impunité. Alors j'élargirai peut-être un peu le propos en disant qu'à mon sens ce n'est pas que, je dirais, une construction judéo-chrétienne. Je crains que ce soit une construction universelle. Je le crains. Hein. Pourquoi je le dis comme ça? Parce que la question du tabou de l'inceste me semble un tabou, pour l'instant, qui est encore considéré comme un tabou universel. Et ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire de façon très claire, c'est comment la question de l'agression sur les enfants va poser la question de l'autorité. Et toute société, aujourd'hui, toute société est construite sur un principe d'autorité qui prend sa source au sein de la famille. Il n'y a pas aujourd'hui une société, même si dans l'évolution, je dirais historique, ça s'affine, mais il n'y a pas aujourd'hui une société pour laquelle la famille n'est pas comment dirais-je, l'unité de base de la société. Que la famille soit un clan, que la famille soit une tribu, que la famille soit papa, maman, ça reste, et d'ailleurs c'est dit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme avant la Seconde Guerre mondiale, c'est la famille qui est la base de toute société. C'est dit dans la Convention internationale des droits de l'enfant, etc. Donc on voit bien que dès qu'on va traiter de la question de comment les familles traitent les enfants, quelles que soient les familles, comment elles sont organisées, formées, etc., on traite la question du principe même de l'autorité, hein, puisque c'est l'unité de base de toute construction sociale. Et bien évidemment, dans ce principe d'autorité, la question de l'autorité paternelle, donc la question de l'autorité masculine, est une fonction qui se retrouve avec des niveaux d'évolution plus ou moins divers, mais qui se retrouve là aussi pratiquement dans toute société, même avec plus ou moins accéléré, plus ou moins accentué, mais voilà, on est dans ce contexte-là, et sinon on ne comprend pas pourquoi il y a une telle impunité. Ben, il y a une telle impunité des maltraitances à enfants et aussi des maltraitances sexuelles, parce que ça remet en cause fortement l'unité de base de toute société, qui est la famille. Et ça, pour remettre en cause l'unité de base de toute société, eh bien, il faut en effet avoir du courage, et notamment que les politiques aient du courage. Donc, voilà pour moi ce qui fait socle dans la construction du déni. Alors après, bien évidemment, il y a des singularités concernant les violences sexuelles sur enfants. Et là encore, on est dans une construction historique, hein, ça s'est construit par strates. Je ferai le parallèle en reprenant de façon bien évidemment très ancienne le mythe d'Oedipe qu'on retrouve dans les mythes antiques grecs, hein, donc là aussi avec une notion d'universalité sur ces mythes-là, et plus proche de nous, bien évidemment, la religion chrétienne qui est extrêmement paradoxale par rapport à la place de l'enfant. C'est à la fois une religion de l'enfant, puisque Jésus est je dirais, reconnu comme étant l'enfant Jésus, et son iconographie le représente souvent comme un bébé dans les bras de sa mère. Donc on est dans une culture chrétienne qui va pouvoir avoir des côtés très valorisants sur la place et le rôle de l'enfant, et paradoxalement,
avec une doctrine de l'Église qui va être extrêmement, je dirais, enfermante sur le rôle de l'enfant. Je cite simplement saint Augustin et la Cité de Dieu, par exemple, dans la Cité de Dieu, où il précise que l'enfant est réduit à ses, alors on dirait aujourd'hui à ses pulsions. Lui, il parle de ses instincts, que c'était un petit animal qui est bien évidemment particulièrement démoniaque, et dont d'ailleurs il est souvent aux prises avec Satan, avec le démon, hein, et bien évidemment il est donc un enfant issu du péché. L'enfant est coupable d'être né, parce qu'il est né d'une relation sexuelle, donc il est né du péché. Et ça va être ces deux figures de l'enfant qui font que, bien évidemment, et vous voyez le lien avec ce que nos collègues psychologues et psychanalystes et psychiatres ont pu dire sur le plan individuel, on voit bien que sur le plan collectif et sociétal, cet enfant, il est déjà coupable à sa naissance et déjà coupable d'un péché sexuel. Et donc, on ne peut pas l'ignorer quand on va bien évidemment penser la question de la construction du déni et la construction parallèle de l'impunité des agresseurs. Alors, je ne vais bien évidemment pas diviser là, parce que je n'ai pas le temps, je dirais toute l'historique de l'image de l'enfant au regard de la sexualité dans notre société française, juste quelques points de repère. Le 19e siècle, Ambroise Tardieu, médecin légiste, qui va le premier commencer à construire une culture scientifique sur la question de l'inceste et sur la question des violences sexuelles, avec, comme tout médecin, une étude sur 46 affaires judiciaires concernant des gamines, des jeunes filles, enfin des fillettes plutôt, qui auraient été abusées sexuellement. Elles sont pratiquement toutes atteintes de syphilis, et ça a été son choix de construction de sa cohorte. Et quelle va être la réaction, on est en 1856, quelle va être la réaction bien évidemment de ses pairs, donc de l'Académie de médecine, et bien au-delà bien évidemment de la société? Eh bien c'est que, certes, ça n'a pas existé, certes, elles sont bien toutes atteintes de syphilis, certes, il y en a qui sont atteintes de syphilis et qui ont 4-5 ans, mais l'Académie de médecine à l'époque évoque une hypothèse d'une syphilis spontanée. C'est-à-dire que, vous voyez, jusqu'où peut se construire la question des nids. Et donc, il y a bien, en effet, une intervention de l'Académie de médecine qui n'entérine pas les travaux de Tardieu et qui va évoquer les possibilités d'infection vulvaire spontanée. Je dirais que dans le même temps, mouvement philanthropique, les premières lois de déchéance de l'autorité paternelle, et tout ça est lié, les premières lois de déchéance de l'autorité paternelle, les porteurs de la loi, qui sont des philanthropes, je dirais, de type, aujourd'hui on dirait de type libéraux, hein, libéral, mais très proches bien évidemment aussi des milieux des catholiques, sont traités par les caricaturistes de l'époque de père la pudeur. C'est-à-dire qu'on va dire, puisque vous mettez, et là on va retrouver un deuxième ressort de la construction du déni, puisque vous mettez en lumière, entre guillemets, l'immoralité des mœurs entre adultes et enfants, c'est que vous êtes des défenseurs réactionnaires de la pudeur et de la morale. Et ça, c'est un argument qu'on va retrouver, qui va être utilisé à chaque fois qu'on va devoir combattre les défenseurs des enfants. On va les traiter de moralistes. Et ça, c'est particulièrement vrai. Alors, bien évidemment, je ne peux que rebondir sur ce qui a été dit dans le cadre de ce 19e siècle et début du 20e siècle. La complexité de la théorie freudienne va venir alimenter, pour une part, cette représentation de l'enfant qui a une sexualité propre. Alors Freud parle de sexualité immature, de sexualité périphérique. Pour autant, dans la construction de la culture dominante, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner le perverse polymorphe, et ça va venir aussi alimenter cette idée très ancienne que l'enfant a quelque chose à voir avec une sexualité sale, avec une sexualité pulsionnelle, avec une sexualité qui n'a pas été éduquée. Et donc on va bien évidemment, et donc encore une fois, si je reprends les qualificatifs qu'ont donné la
l'Académie de médecine sur les travaux de Tardieu, les médecins ont parlé d'enfants vicieux et d'enfants menteurs. Et donc on retrouve bien ces zones d'ombre où l'enfant continue à avoir une espèce de représentation démoniaque, pervers, manipulateur, dès lors qu'on va traiter de la question de sa sexualité et de sa sexualité au regard des adultes. Nous arrivons, alors là aussi je saute des grandes étapes, ce qui va être le moment le plus je dirais, catharsique sur la question de la sexualité des enfants et des adultes, ça va être le grand courant post-68 art sur le droit de jouir de tout et la revendication de la liberté, de la libération sexuelle, où là on va avoir une revendication intellectuelle, sociétale, je dirais même parfois élitiste, des grands mouvements de pensée de l'époque sur oui, un adulte peut avoir des relations sexuelles avec un enfant et ça fait plaisir aux deux. Je résume, et ça c'est revendiqué par les maîtres à penser de l'époque, et en France c'est d'autant plus fort, et c'est là peut-être où nous avons une spécificité dans notre pays, parce que ce sont des très grands penseurs philosophiques, politiques, qui vont venir cautionner cette idéologie qui va faire sens et qui va faire sens en termes de révolution et de révolution de la pensée. Alors là, vous voyez, on avait déjà, je dirais, le mouvement catholique et bien pensant. Là, on rajoute les révolutionnaires de gauche. C'est-à-dire que, vous voyez bien, quand on parle de comment on construit une politique publique, quand on n'a pas les grands courants politiques qui viennent soutenir une construction politique, et notamment une construction de politique publique, ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas ne pas évoquer ça quand on pense au déni de la société française au regard des violences sexuelles commises sur les enfants, si on oublie que tous les grands courants de pensée qui ont construit notre culture politique et sociale ont été, pour des raisons diverses et variées, des fervents défenseurs de la relation sexuelle entre adultes et enfants. De l'autre côté, je dirais, de l'échiquier politique, si je regarde l'extrême droite, où on aurait pu penser que les mouvements réactionnaires d'extrême droite auraient été très moralement, comment dirais-je, protecteurs de l'enfant innocent, je mets plein de guillemets à mes propos, bien évidemment, ben pas du tout. On retrouve là aussi un courant de pensée extrêmement fort autour d'un refus et d'un rejet et d'un mépris profond, entre guillemets, de la nature féminine, parmi les penseurs de l'extrême droite, et d'une vision fantasmée de la relation entre l'homme et les faibles, qui va ainsi pouvoir trouver sa force de guerrier. Tous les mythes néo-païens ou tous les mythes, je dirais, pédophiles, soi-disant rattachés à des pratiques de l'Antiquité, qui vont venir, je dirais, nourrir une espèce de fantasme dans les milieux d'extrême droite sur les relations avec les enfants, les relations sexuelles avec les enfants. Donc, voilà, quand vous êtes comme ça, quand vous ne pouvez pas vous rattacher à une idéologie politique pour construire une politique publique, là, vous êtes véritablement au fond du trou en termes de représentation collective du traumatisme. Et donc, vous êtes bien dans une construction du déni qui est extrêmement verrouillée. Et si on ne comprend pas que nous sommes dans cette construction d'un déni très verrouillé, on ne comprend pas pourquoi on a autant de mal à lever le verrou, à lever les freins. Mais voilà, c'est extrêmement, extrêmement verrouillé. Et alors, d'où va venir, là, je dirais au tournant des années 80-90, d'où va venir la levée du verrou? Encore faut-il qu'on pense qu'il y en a une, je pense qu'il y en a une petite levée de verrou, mais d'où elle va venir? Elle va venir des mouvements féministes. Elle va venir des mouvements féministes à partir de, notamment, je donne une date, mais on pourra en donner d'autres, de la sortie du livre d'Eva Thomas, Le viol du silence, 1986, qui va pour la première fois révéler
publiquement un viol incestueux et qui va le rattacher à des revendications féministes d'appropriation du corps des femmes par les femmes, de revendication de l'émancipation et donc de reconnaissance de l'oppression sexuelle. Et donc, c'est à partir de ce mouvement féministe qu'on va voir poindre un raisonnement politique contraire. Et donc, dès lors qu'il y a un raisonnement politique contraire, il peut y avoir agglomération d'une culture collective et donc une contre-culture collective qui commence à se penser autour des violences faites aux enfants et notamment des violences sexuelles. Et donc, on va enfin pouvoir avoir je dirais, une base idéologique, dans le bon terme de l'idéologie, ce qui crée des idées partagées, une base idéologique pour pouvoir penser, je dirais, la question des violences sexuelles commises sur les enfants. Alors, à partir de cette construction du déni, comment s'est construite l'impunité, l'impunité étant une conséquence du déni, je dirais, d'abord, en préalable, tous ceux qui vont construire l'impunité sont dans la culture du déni. Il n'y a pas la culture du déni d'un côté, puis les magistrats, les policiers, les autorités religieuses, les autorités médicales, les autorités enseignantes, qui, elles, ne seraient pas dans le déni. Nous sommes tous. Et donc, bien évidemment, les personnes qui vont construire et les fonctions qui vont construire les poursuites ou pas sont eux aussi, je dirais, arrosés par cette culture du déni. Et donc, bien évidemment, on va retrouver tout ce qui construit l'impunité, des investigations policières peu formalisées, peu poussées, peu prioritaires, très influencées par la culture du déni. Et donc, quand on est influencé par la culture du déni et qu'on doit trouver des preuves, vous voyez un petit peu la difficulté, on doit trouver des preuves à des choses dont on ne croit pas. Donc, bien évidemment, on ne les trouve pas. Donc, c'est pour ça que j'entends bien évidemment tout à fait fort la revendication de formation, mais la formation ne sert à rien si la culture du déni persiste. On ne peut pas former à quelque chose qu'on pense qui n'existe pas. Donc voilà, il faut que les deux mouvements soient parallèles. Former pour lever la culture du déni, et ce n'est que quand la culture du déni sera véritablement levée qu'on pourra véritablement former. Donc il faut que les deux actions soient parallèles. Bien évidemment, tout ce qui va construire l'impunité, mais ça je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit, c'est tout ce qui est l'objet de ce colloque, c'est qu'on va rendre l'enfant responsable, en termes de responsable, avec tous les degrés que vous avez parlé en termes de culpabilité, ou en termes de responsabilité, ou en termes de consentement. Il va être la figure responsable, et c'est autour de lui qu'on va construire les investigations, et pas obligatoirement autour de l'auteur. Et ça, c'est quand même intéressant. Deuxième moyen de construire la culture du déni, et donc de construire l'impunité, c'est bien évidemment de faire privilégier un droit sur un autre. Là aussi, je ne vais pas m'étendre, je vais être très brève, et parce que Pascal a été très clair tout à l'heure dans son introduction. Le droit de l'enfant à la protection, et de la protection contre toutes les violences, est un droit fondamental de l'homme, c'est prévu dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Le droit du mis en cause à avoir un procès équitable et à ne pas avoir en effet des peines qui seraient des peines systématiques au regard d'infractions systématiques est aussi un droit de l'homme. Donc les deux droits sont équivalents en termes de nature juridique, en termes de force de cette nature juridique. Nous faisons le choix très conscient, et il faut simplement relire l'avis du Conseil d'État au regard de la loi de l'article 2 de Mme Chapia, de la loi Chapia. Le Conseil d'État fait très clairement le choix entre le risque de toucher à la présomption d'innocence et le risque de toucher à l'égalité, à l'équité d'un procès pénal, et le risque de toucher et de favoriser la protection de l'enfance. Et très clairement, le législateur français fait le choix de privilégier un droit sur l'autre. D'autres pays européens ont fait d'autres choix. Et c'est ça la politique. La politique, c'est de faire des choix. Eh bien, la politique a été de faire le choix inverse. En France, on privilégie, pour des tas de raisons juridiques tout autant entendables que les nôtres, mais on privilégie un droit fondamental sur un autre, et donc on sacrifie la protection de l'enfance, mais ça,
hélas, c'est fréquent au-delà de la question des violences sexuelles. Alors, quelles sont les conséquences de l'impunité? Et là, j'en finirai là. D'abord, Pascal l'a dit dans son introduction, 1 à 2% des viols connus aboutissent à des condamnations pour viol. Ce sont les chiffres des ministères, même s'ils sont contestables pour des tas de raisons de biais méthodologiques. En tout cas, c'est le discours politique. Donc on a un discours politique qui admet l'impunité. Je ne dis pas qu'il le revendique, mais qu'il l'admet comme un fait. Et puis, c'est des statistiques de plus en plus affinées qui nous démontrent que les viols sur mineurs augmentent de 10% pratiquement tous les ans. Donc aujourd'hui, nous en sommes à plus de 8000 par an. 8000 par an, c'est comme le disait Pascal, un toutes les heures. Et nous sommes dans une situation, en tout cas pour le Conseil national de la protection de l'enfance, qui a rendu un avis d'ailleurs sur la question du viol sur mineur et du consentement, nous sommes dans une situation particulièrement périlleuse parce que nous sommes en train d'intégrer en termes de construction sociale un nouveau monde, alors pas le nouveau monde politique de M. Macron, mais un nouveau monde sociétal qu'est le monde numérique, où là la mise en danger, la vulnérabilité des enfants, l'érotisation des rapports est d'une facilité absolument extraordinaire, où la protection est totalement inappliquée et inapplicable pour l'instant. Et donc, on est dans un renchérissement du danger avec, bien évidemment, là, une politique publique qui, si elle reconnaît l'impunité, ne reconnaît pas l'urgence à mettre fin à cette impunité. Et je terminerai mon propos par simplement la parole de Denis Mukwege, qui est gynécologue congolais qui a reçu le prix des droits de l'homme par l'ONU. Lutter contre les violences sexuelles, c'est d'abord lutter contre l'impunité de leurs auteurs. Je crois qu'il faut justement entendre ce qu'il a à nous dire.